C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. Et en face, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid, c'est le Paris Saint-Germain. Il a dit Laurent Blanc, il fait souvent la faute ou pas? C'est une fiotte. C'est une honte. Voilà. Mais c'est sur Sud Radio, grand couillon, évidemment. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Guy Carlier. Et oui, bonjour à tous, bonjour chers amis, bonjour Emmanuel. Bonsoir Guy. Bonjour Maxime. Bonsoir Guy, bonsoir à tous. Évidemment, il manque quelqu'un, nous vous devons une explication. Philippe David n'est pas parmi nous ce soir, car il est suspendu suite à une succession de cartons jaunes pour jeu de mots insupportable. Je rappelle simplement que s'agissant du joueur du PSG, Lee, Philippe a déclaré « Je suis sûr que la femme de ce gars, de Lee, donc, s'appelle Sandra ». Carton jaune évidemment justifié, suivi immédiatement d'un deuxième lorsqu'il a ajouté « Avec le PSG contre Angers, on peut dire que Lee a tiré la couverture à lui ». Vous comprenez donc pourquoi il n'est pas là ce soir. C'est pas grave. C'est avec mérité. Emmanuel, Un on va le remplacer. Oui, on peut le dire. Vous allez bien? Je vais très bien. Vous avez bien, passé un bon 11 novembre. Excusez-moi, c'est pas très professionnel. Mon téléphone vient de sonner. C'est un message de Philippe David à propos de 11 novembre. Il me dit, j'espère qu'avec Emmanuel, vous avez profité du 11 novembre pour rendre hommage, comme il se doit, à vos poilus préférés. Bon, oui, on le craignait, il l'a fait. Il l'a fait. Bon, non, sérieusement. Emmanuel, avant toute chose, je vous laisse lancer le sommaire parce que je sens fatigué. Une fatigue. Oui, le sommaire de l'émission de ce soir, Guy, Lyon qui réintègre le top 5 après sa victoire face à l'AS Saint-Etienne. Mais dans le même temps, on apprend que le club est endetté à hauteur de 500 millions d'euros. Alexandre Corboz, rédacteur en chef du But Football Club qui était présent au Groupama Stadium dimanche, sera avec nous pour décrypter un petit peu le contexte lyonnais. La crise à Marseille, c'est la question qu'on se pose. Après la claque reçue face au PSG, il y a également le match qui a fait très mal, 3-1 à Auxerre, plus qu'une claque, une déroute. On va parler du contexte marseillais. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant nous appeler. Vous êtes supporter marseillais au 0 826 300 300 et on va faire une grande demi-heure sur l'équipe de France entre les 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps, une arrivée de marque est celle de Lucas Chevalier et une absence qui est tout aussi remarquée, c'est celle de Kylian Mbappé et évidemment le match de jeudi soir. France-Israël dans un contexte particulier. Dès maintenant, vous pouvez nous appeler évidemment au 0 826 300 300. On aura un invité de marque. Guy, je pense qu'on peut le dire dès maintenant. Parce que pour le coup, le mot légende est justifié. Un grand monsieur. Je vous en parlerai plus précisément tout à l'heure. Je peux dire aux auditeurs de prévenir ceux qui écoutent des conneries sur d'autres radios. Venez avec nous, on va avoir un mec bien et surtout un gars qui respire le foot. C'est le symbole du foot à la française. Je vous dis son nom. Prénom. Allez, Alain. Allez, un nom, Giresse. Et on a deux questions pour nos auditeurs. Maxime, on t'écoute pour les deux questions du soir. Deux questions ce soir à laquelle vous êtes invité à répondre sur Twitter notamment. Première question, est-ce la crise à l'OM? Vous êtes 30 personnes pour l'instant à avoir voté. Normal, la question a été posée il y a 9 minutes. Mais pour l'instant, vous répondez non à 52%. Ouais, c'est mitigé. Ce qui est étonnant. Vous pouvez toujours répondre sur le compte Twitter de Sud Radio, n'hésitez pas. Et la deuxième question qui vous est posée ce soir, souhaitez-vous revoir Kylian Mbappé en équipe de France? Et là, c'est plus un score brejnevien, comme dirait Philippe David. 87% de non. Sur Twitter, voilà. N'hésitez pas à voter. Ça va être intéressant de voir les raisons de ce désamour avec celui qu'on a adoré pendant des années. C'est parti, Emmanuel, c'est parti. L'info du jour avec butfootballclub.fr. Et on commence cette émission, comme on l'a dit, sur un Lyon-Saint-Etienne qui a été bouillant dimanche avec une victoire lyonnaise 1-0 et un contexte particulier. On a un invité qu'on adore, qu'on a reçu plusieurs fois et qui est un suiveur assidu. On est partisans de cet homme-là, donc je vais chanter le chant des partisans. Amis, entends-tu le vol noir du Corboz sur l'OM. Guy, quand tu dis que tu vas chanter, c'est toujours plus une menace qu'une promesse. Quand même, on le rappelle pour nos auditeurs. On adore Alexandre, on adore ses analyses et surtout il était au Groupama Stadium dimanche, il était au match. Alors Alexandre Corboz, quand même rédacteur en chef du But Football Club qui est partenaire de l'émission, on le rappelle. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Guy, vous allez bien Maxime, et merci de me faire jouer à domicile en parlant de l'OL. Bah oui. Bon, on te demande pas si tu vas bien, Alexandre. Depuis dimanche soir, tu dois être un homme heureux.
Je suis surtout très fatigué par rapport à la série parce que j'ai passé plus de temps depuis 4 jours à Dessines que chez moi. J'ai moins vu mes enfants que le directeur général de l'OL, Laurent Prudhomme, avec qui j'ai encore passé beaucoup de temps hier au foot concert. Voilà. C'est bien votre petite vie personnelle. Vous êtes allé à Casino, sinon vous avez fait ou chez Lidl, vous avez votre liste. Non, Alexandre, on vous aime bien. On voudrait d'abord, puisque vous étiez au match, que vous nous parliez de l'ambiance, du cadre. Est-ce que vous avez retrouvé cette tension, cette densité des derbies OL Saint-Étienne en l'occurrence? Est-ce qu'il y avait cette ambiance-là? Celui-ci était très 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 attendu. Ça faisait pratiquement 1000 jours qu'on n'avait pas eu de derby. En temps lyonnais, c'est très long. On s'est beaucoup moqué de la descente des Verts, mais mine de rien, il nous manquait. Donc forcément, les retrouver, ça a été assez magique. Vous pouvez pas vous en empêcher, hein. Non, mais en tout cas, par rapport à l'ambiance générale, je n'avais jamais eu ça. C'est-à-dire que la veille du match, 3500 personnes à l'entraînement. 3500 personnes. Ah ouais. C'est du jamais vu en France. T'étais là à l'entraînement. Il y avait 3100. Alexandre, tu étais là à l'entraînement et tu es arrivé dès midi, tu as notamment assisté à la conférence de presse d'avant-match, donc tu as vraiment eu tout le contexte d'avant-match, que ce soit l'ambiance auprès des supporters, des joueurs et autres. Et en milieu de semaine dernière, j'ai aussi interviewé une légende des derbies, quelqu'un que Guy doit connaître, dont le nom doit lui parler, c'est monsieur Fleury Dinalo. Ah, Fleury Dinalo, le petit prince de Gerland. Figurez-vous que je l'ai vu. Qui connaît très bien le foot, et il est surtout Lyon, bien sûr, et qui a été un espoir de l'équipe de France, vite fait. France-Brésil 1963, première sélection, Dinalo à 18 ans, et c'est Dinalo contre le grand Pelé au stade de Colombes. Le Brésil gagne 3-2, 3 buts de Pelé. De l'autre côté, 2 buts de Dinalo, qui sort de ce match en héros et qui est resté un héros lyonnais, bien entendu. Il a toujours dit, Dinalo, entre Pelé et moi, la seule chose qui nous sépare, c'est un but. Hein. Ouais. Un homme qui avait quand même un ego surdimensionné. Il aime bien dire qu'il a marqué 222 buts à Lyon, dont 0 pénalty. Ça, il aime bien dire. Il me l'a redit beaucoup de fois. Il m'a dit, mon record, moi, ne prend pas en compte les pénaltys, parce qu'on parlait de Mbappé, qui était la seule personne en France à avoir fait plus que lui dans le même club, à savoir 256 buts, mais il a dit, moi, j'ai 0 pénalty. Je les ai jamais tirés. Il y a la Casette aussi, dans la partie pénalty qui est pas mal. Il avait du joli monde autour de lui. Il avait du joli monde pour lui faire des passes en or, des caviars, lui donner des caviars, des Angèle Rambert, des Chiesa, des gens comme ça. Et Alexandre, là on est sur le contexte d'avant-match, pour revenir un peu sur le rectangle vert, parce qu'il y a eu évidemment une grosse ambiance en tribune. Le match a quand même été un petit peu décevant. On a vu une grosse première mi-temps des Lyonnais qui ont mené 1-0 dès la 29e minute par Alexandre Lacazette, qui n'ont pas su breaker. Des Stéphanois qui sont qui font un peu de peine. Ils n'ont pas beaucoup d'armes pour venir embêter les Lyonnais. Même certains supporters lyonnais disent qu'ils ont été globalement déçus par ce match. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Est-ce que tu attendais, au-delà de la victoire, peut-être plus de la part des Lyonnais? On pensait que Lyon aurait sans doute plus d'écart par rapport à Saint-Étienne, mais Saint-Étienne a joué crânement sa chance. Les Verts étaient vraiment en mode derby. J'ai vu quand même beaucoup de matchs de Saint-Étienne cette année, et c'est peut-être la première fois que je les vois à l'extérieur aussi compacts et jouant aussi crânement leur chance. Donc on voyait qu'eux, ils n'ont pas été tétanisés par le contexte. Moi, j'ai bien aimé ce match parce que ça jouait beaucoup. Willy Delageau sifflait très peu, ça donnait un match un peu à l'anglaise. C'est pas un match inoubliable en termes de contenu. On se souviendra pas dans 10 ans de ce match-là. C'est pas un des derbys mythiques. Mais pour moi, c'était quand même un bon derby globalement, parce qu'on a quand même eu du jeu, quoi, tout simplement du jeu, des occasions. Il y a quand même pas mal d'arrêts de gardiens. Ça peut se finir à 3-2 hein, avec plus de réussite, avec des moins bons gardiens. Voilà. Mais Alexandre, vous êtes d'accord pour dire qu'il y avait quand même une différence, un écart de qualité dans le jeu entre Lyon et Saint-Étienne. Et effectivement, Saint-Étienne s'en est tiré par un esprit derby, je dirais. Ils se sont vraiment battus. Mais dans le jeu, ils étaient en dessous, quoi. Enfin, c'est ce qui m'a semblé, moi, à la télé. C'est toujours comme ça, les derbys. Moi, ça m'a fait penser un peu au 100e derby, où Saint-Étienne ne fait que défendre et gagne 0 à Lyon. Les valeurs solidarité, Saint-Étienne les retrouve beaucoup en derby. C'est assez rare, Saint-Étienne qui passe au travers d'un derby. Ça arrive
arrivé 2 fois en quelques années où ils ont pris 2 fois 5-0 à Geoffroy Guichard. Mais globalement, Saint-Étienne rate très rarement ses derbies, à l'exception peut-être de ces dernières années. Donc on a un peu perdu ce référentiel, mais c'est des matchs qui sont toujours serrés. Moi, avant le match, je m'attendais pas à une claque lyonnaise. Je m'attendais à un 2-1. Avec effectivement le but de Lacazette, je voyais venir Lacazette parce que c'est le genre de match où les grands joueurs, on dit que les grands joueurs sont dans les grands matchs, et Lacazette c'est typiquement le joueur des derbies. C'est le seul qui a déjà marqué dans un derby, et il aurait déjà 6 buts dans le derby, donc c'est aussi son match. Puisqu'on parle d'ailleurs au Groupama Stadium. Puisqu'on parle des joueurs, vous pouvez nous citer ceux qui vous ont vraiment marqué. J'imagine que Cherki fait partie du lot. Oui, Cherki a fait un très bon match. Malik Fofana aussi, même s'il n'a pas été en réussite, 2 fois l'Arsenal lui a fait barrage. Moi, j'ai bien aimé le match de Matic jusqu'à sa sortie. C'est défensivement qu'ils ont été moyens, mais globalement, j'ai vu beaucoup de joueurs à très bon niveau. Cherki, évidemment. L'homme du match, évidemment, pour moi, c'était Lacazette. À partir du moment où on marque le seul but d'un derby, on est l'homme du match. Ça reste un derby. Le match, on va le gagner, même si on ne fait pas un gros match, un but du genou, voilà. Et aussi, je tiens à souligner la prestation d'un joueur qui est en très grande forme et qui, pour moi, mérite largement l'équipe de France actuellement, c'est Corentin Tolisso. Alexandre, le sportif, ça se passe plutôt bien. Retour de Lyon dans le top 5, mais il y a une partie un petit peu ombrageuse qui est le financier avec, on l'a dit, 505 millions d'euros de dette de la société de John Textor Eagle Group. Comment c'est vécu du côté lyonnais? Est-ce que c'est un petit peu le nuage à l'horizon? Alors, au niveau des supporters, il y a beaucoup de craintes vis-à-vis de ça. On redoute le dépôt de bilan, le scénario un peu catastrophe. Mais au niveau du club, moi, je les trouve très sereins. Très serein et très souriant, parce qu'au final, ils savent que ça fait partie de la stratégie de John Textor. John Textor, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en poker, on appellerait ça un fiche. Ouais. C'est un joueur qui va prendre tous les risques. Donc, il prend tous les risques, il a fait tapis sur une stratégie. Si la stratégie va pas au bout, il perdra le club, mais il perdra le club. C'est pas le club qui va disparaître, et John Textor qui va disparaître du paysage, Arès qui va reprendre la main, et qui visiblement n'aura pas grande envie de prendre la main, donc il faut s'attendre à une revente directe. On peut vivre un scénario à la Lille. Et le scénario relégation, il est pas du tout envisagé. Je sais reconnaître un club en relégation administrative quand j'en vois un. Maxime, supporter des Girondins de Bordeaux, encore traumatisé. On reprécise. Alexandre, donc pour vous, rétrogradation, relégation en guise de pénalité, c'est pas du tout envisagé. C'est pas une crainte. C'est étonnant ça, du côté lyonnais quand même. Alors, ça peut être une crainte parce que justement, on en parle beaucoup. Le passage devant la DNCG se fera vendredi. Et Lyon s'attend à minima à être interdit de recrutement au niveau du club. Ouais. Ça, j'en ai la certitude. J'en ai discuté encore cet après-midi au niveau du club et on me dit qu'on redoute ça. Voilà. On redoute un petit peu des sanctions parce que la DNCG lit les rapports et voit aussi les commentaires médiatiques. Ils savent aussi que cet été, ils ont été coulants avec tous les clubs de Ligue 1. D'ailleurs aussi, c'est ce que Lyon... c'est un message qui est beaucoup véhiculé à Lyon, c'est que c'est les seuls à publier leurs comptes, à être transparents. Ah oui, parce qu'ils sont cotés en bourse. Mais c'est pas les seuls. Oui, mais c'est pas les seuls en difficulté en vrai. Et on les fait passer pour les seuls en difficulté, mais il y a beaucoup de clubs, Montpellier et d'autres, qui sont dans la même difficulté et qui auront des sanctions cet hiver. Et Lyon aura sûrement des sanctions. La relégation administrative, ça sera à titre conservatoire. Ça laissera quand même 8 mois à Lyon pour faire le boulot. En fait, toute la question est de savoir comment John Textor, est-ce que John Textor va être dans les temps de ses objectifs? Parce qu'aujourd'hui, il y a une stratégie qui est claire pour Textor. C'est vendre Crystal Palace pour faire rentrer de l'argent dans les caisses du Eagle Football, mais également rentrer en bourse à la bourse de New York. Et s'il parvient à faire ça, il aura remboursé Arès, il aura dégagé des fonds propres, le club sera entièrement payé, il aura perdu 0, il aura dépensé 0, et il aura valorisé le club en prime en récupérant encore 100 millions à réinjecter dans les caisses. Donc s'il réussit ça, c'est le jackpot. C'est vraiment le poker. Affaire à suivre, Alexandre, on te rappellera. Acceptons-en l'augure. Une dernière question, Alexandre, et on vous laisse. L'objectif, Lyon est 5e. Mais c'est pas un 5e qui semble avoir la solidité et la qualité d'un 5e de Ligue 1. Vous voyez, c'est un peu comme Rennes. On sent des équipes fragiles qui peuvent alterner des bons matchs et des matchs de très mauvaise qualité. Vous pensez que cet objectif peut être atteint en fin de saison, cette 5e place ? Alors, il vise pas la 5e place au club, il vise la 3e, à minima. Parce que c'est l'obligation dans le projet Textor, il écrit pour une place en Ligue des Champions en fin de saison. Si jamais ce point vient manquer, Lyon sera en difficulté. Donc c'est pour ça que le mercato d'hiver sera assez périlleux.
Mais bon, ils ont restructuré aujourd'hui tout le secteur du mercato autour de Mathieu Louis-Jean, avec des nouveaux, avec Ben Charrier et beaucoup de recruteurs de qualité, avec moins de renommée, mais des très bons recruteurs parmi les meilleurs Français, pour essayer de travailler de manière efficiente, parce qu'il va falloir vendre des très bons joueurs, potentiellement Ryan Cherki, Malik Fofana dès cet hiver, Ernest Mama aussi, mais en prime, devoir les remplacer avec beaucoup moins de moyens. Et c'est là qu'on va tendre Lyon au tournant, parce que le mercato raté de David Friot, il le paye aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Alexandre, on reviendra vers toi évidemment dès qu'on aura besoin de plus d'informations concernant la situation lyonnaise. Dans un instant, le contexte marseillais, est-ce la crise à Marseille? D'ailleurs, c'est la question qu'on vous pose. Maxime, on en est où? Oui, sur Twitter, la question est-ce la crise à l'OM? Vous répondez à 53% non, 47% oui sur Twitter, la page Twitter Sud Radio. Évidemment, continuez de voter. Et si vous êtes supporter de l'OM, appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. On a envie de vous entendre. À tout de suite. Sud Radio. De retour dans les vraies voix du foot avec Guy Carlier, Maxime qui est avec nous, et Maxime Sénat, et vous évidemment, 0826 300 300. On vous a posé la question il y a un instant, est-ce que vous êtes inquiet pour l'OM? Est-ce que l'OM est en crise? Est-ce la crise à l'OM? Maxime nous a donné les résultats. Continuez de voter, on donnera les résultats dans quelques minutes. Et on a un auditeur qui nous a appelé, qui a composé le 0826 300 300, supporter de l'OM, c'est Walid qui est avec nous. Bonsoir Walid. Bonsoir Walid. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Alors, bonsoir Maxime, bien sûr. Walid. Réponds à notre question s'il te plaît Walid. Est-ce que pour toi, j'ai envie d'avoir l'avis d'un supporter marseillais, parce que nous on est observateur, on n'a pas le côté passionnel. Comment toi tu perçois ce contexte marseillais actuellement? Est-ce que tu penses que ton club est en crise en ce moment? Alors, je ne pense pas que l'OM soit en crise, pas encore, mais je pense que la crise n'est pas loin. Je me pose la question est-ce qu'on n'a pas vu l'OM trop beau cet été? Parce que moi personnellement, je vous le cache pas, je fais partie de ceux qui pensaient que Paris, qu'on allait pouvoir concurrencer Paris cette saison. Ouais. Et mais malheureusement, c'est pas le cas du tout. Dis-moi, Walid, une deuxième question concernant cet état d'esprit à l'OM. On le voyait trop beau. Est-ce que l'objectif est toujours pour toi la Ligue des Champions? Oui, complètement. Je pense que l'objectif, c'est le top 4 cette saison. Même une 4e place avec un tour préliminaire, je pense qu'on prend. Mais oui, grosso modo, avec l'arrivée de Roberto De Zerbi et le recrutement qui a été effectué cet été, je pense qu'on vise quand même le top 4 et la Ligue des Champions. Oui. Il n'y a pas de doute dans l'esprit des supporters, De Zerbi est l'homme de la situation. Je pense que les doutes commencent à apparaître, parce qu'on a entendu beaucoup de bien de Roberto De Zerbi. Après, c'est vrai qu'il a pas vraiment un palmarès très étoffé, mais on a beaucoup de paroles positives à son sujet, notamment Pep Guardiola qui parle de lui en bien. Et voilà, on a toujours vu ces équipes qui pratiquent un très beau jeu, et on était très envieux de le voir à Marseille. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est assez décevant. On va pas se le cacher, surtout à domicile. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui commencent à se dire à son sujet. Est-ce qu'on n'a pas fait le mauvais choix? Est-ce qu'il fallait peut-être pas un entraîneur français ou alors un autre profil, un entraîneur qui propose vraiment du jeu plutôt que ce jeu de possession stérile qu'on voit assez souvent? Qu'est-ce que tu penses de la réaction qu'il a eu ce week-end, notamment dans une interview où il dit que s'il y avait un problème, c'était à lui de partir? Est-ce qu'il se met pas une balle dans le pied, n'empêche, en disant ça? C'est possible, parce que moi ça m'a rappelé André Villas-Boas qui avait fait ça au mois de janvier 2021 avec une série de mauvais résultats. Il avait dit si c'est moi le problème, je suis prêt à partir, je suis prêt à m'asseoir sur mes indemnités. Et on sait comment ça a fini. Donc ça a fini avec une démission de Villas-Boas 2 semaines plus tard et une descente au centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus. Donc c'est risqué, parce que si Roberto De Zerbi décide de mettre sa démission sur la table, on ne sait pas si certains lofters ou certains joueurs qui ne jouent pas, ils sont capables de dire écoute, oui, tu peux démissionner, nous ça change pas grand chose pour nous et on changera juste d'entraîneur, on passera à la suite. Et justement sur cette sortie, il avait également dit vous m'avez humilié, vous avez humilié notre club devant notre public. Il avait dit ça à ses joueurs, et on a eu une réponse ce soir de Mehdi Benassia, réponse chez nos confrères d'RMC. Mehdi Benassia dit « Je ne te dis pas que les déclarations sont justes. Roberto est un peu impulsif, sanguin, mais c'est l'homme de la situation, c'est un mec en or. Il n'y a pas de discussion pour nous. » Donc là, clairement, j'allais dire, l'affaire est bouclée, mais on a déjà vu des directions qui confortaient leur entraîneur et quelques jours après les limoger. Mais toi, en tant que supporter, j'imagine que c'est plutôt rassurant quand même, cette sortie de Mehdi Benassia.
Tout à fait, oui, c'est rassurant parce que moi je vous cache pas que j'en ai un petit peu marre qu'on change d'entraîneur toutes les saisons. Depuis Jorge Sampaoli, c'est vraiment un entraîneur toutes les saisons. Et puis l'an dernier, on en a eu 3 carrément. Donc, mais justement, à propos de Sampaoli, tu sais qu'il a signé à Rennes. Il a un peu psychologiquement un profil à la De Zerbi. Tu penses qu'il peut réussir à Rennes dans ce contexte, je dirais, moins passionnel qu'est l'OM ? Alors, personnellement, moi j'ai beaucoup apprécié cet entraîneur. Après, il faut juste rappeler que concernant son histoire marseillaise, qu'il y avait eu un tournant avec un match contre le RC Lens où on avait perdu 3 buts à 2 au Vélodrome. Et à partir de ce jour-là, j'ai l'impression que Sampaoli s'est un petit peu dit oula, attention à la Ligue 1 parce qu'il y a beaucoup de contre-attaques, il y a beaucoup de transitions. Donc je vais changer un petit peu ma façon de jouer. Et à partir de ce moment-là, on a eu l'impression d'avoir un coach un petit peu peureux sur le terrain. Et la suite de sa carrière nous a plutôt donné raison avec des expériences un peu mitigées à Flamengo et à Séville. Donc je m'inquiète un petit peu parce qu'il faut se rappeler qu'il y avait quand même un Dimitri Payet en très grande forme et je vois pas trop qui pourrait jouer ce rôle-là à Rennes pour prendre les clés du jeu rennais. Merci Walid. N'hésite pas à nous rappeler pour faire un petit point en milieu ou en fin de saison. Donc on note à ton objectif. Objectif top 4. Tu nous as dit pas top 3. Hein. Objectif non, top 4. Parce qu'il y a Lille qui arrive derrière et ça doit pas te rassurer. Merci beaucoup Walid. Lille et Monaco. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir Walid. Bonne soirée. Et on a un invité de Marc qui nous a rejoint. Je fais un faux suspense parce qu'on l'a déjà teasé, on a déjà dit qui c'était, Guy. Oui, on a déjà dit qui c'était. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je suis très fier de l'avoir en ligne. Il a accepté immédiatement de parler à plusieurs titres. Il va nous parler du sommaire, donc le sommaire de l'équipe de France, de tout ce qu'on vous a annoncé précédemment, de Bordeaux bien sûr, et puis dans le cadre de l'équipe de France, de ce match un peu particulier, on savait pas trop comment le prendre entre Israël et la France et Israël, et on voulait surtout pas entrer dans la politique, et là c'est quelque chose d'assez beau, c'est les belles histoires du foot. Il va nous la raconter lui-même, il en a été l'acteur, ce monsieur qu'on voit dans les génériques de France Télévisions, des émissions de foot, célébrer son but à Séville dans la nuit andalouse, ce monsieur dont les familles bordelaises se racontent les histoires de père en fils, c'est monsieur Alain Giresse, c'est un seigneur, on est très fiers de l'accueillir. Bonsoir Gigi. Bonsoir Alain. Tout le monde. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, écoutez, je pense que le mieux, pour pas faire traîner ce suspense, c'est qu'on en vienne tout de suite à cette histoire c'est pas ce qu'on avait, c'est le décalage avec le conducteur, mais l'histoire est tellement belle que je voudrais que vous nous la racontiez tout de suite, cette histoire de match entre la France, la Palestine et Israël. On est en 1993 et la FIFA refuse d'accepter la candidature de la Palestine comme pays souverain en matière de foot. Et qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe à travers effectivement le désir, l'envie de la Palestine d'avoir une équipe nationale participant à toutes les rencontres. Voilà, c'était compliqué. Bien, nous sommes allés. Alors, pas en tant qu'une équipe française en activité. Nous étions tous, nous avions terminé nos carrières. Donc, on est allé avec des garçons comme Michel Platini, Dominique Rocheteau, Maxime Bossis, etc. Yannick Noah également. Et on était là. Donc, voilà, l'organisation à travers le Variété Club de France qui a les capacités justement de réunir tous ces joueurs, eh bien on est allé jouer d'abord contre l'équipe de Palestine à Jéricho. Voilà, on a fait le déplacement et on a fait cette rencontre, c'était exceptionnel parce qu'on a joué avec un public qui était carrément sur la ligne de touche et voilà, ça a été un moment fort, très fort, oui. Et nous avons enchaîné le lendemain à Tel Aviv, nous avons fait une rencontre avec les anciens joueurs israéliens pour que voilà, nous sommes pour respecter l'équilibre.
Oui, puis en même temps, nous sommes des sportifs. Nous avons en face, nous n'avons pas des ennemis, nous avons des adversaires, du sport. Et c'est comme ça qu'on le conçoit. Et on a fait, avec une soirée après avec les joueurs palestiniens, comme on a après une soirée avec les joueurs israéliens. Voilà, c'est un moment important que j'ai vécu à travers le football et grâce au football. C'était donc il y a 30 ans, on peut pas dire que on ait fait beaucoup de chemin depuis. Malheureusement, hélas, oui. Quand on voit comment, pour un match qui va se présenter, dans quelles conditions ce match va se dérouler, on est loin de ce que peut attendre d'un match de football avec tout le plaisir d'aller voir, supporter son équipe, d'être un match de football, oui. Je pense, Alain, que ce souvenir d'il y a 30 ans, d'ailleurs, merci de nous le partager, est la meilleure réponse à tous les débats autour de ce match, de l'existence de ce match et de l'extra sportif. C'est exemplaire, en tout cas. C'est exemplaire. Merci, Alain. C'est totalement exemplaire. On reprend tout de suite, on va parler évidemment de l'équipe de France, on va parler de la liste des 23, l'arrivée de Lucas Chevalier, la non-présence, la non-convocation de Kylian Mbappé, et on finira évidemment par ce match France-Israël, mais on a déjà eu un peu de Bordeaux. Un peu de Bordeaux, un peu de Bordeaux, évidemment. Un verre de Bordeaux. Juste pour finir sur l'OM, on vous a posé une question. Oui, est-ce la crise à l'OM? Vous répondez sur la page Twitter Sud Radio, vous répondez non à 55%. Et pour ce qui arrive, évidemment, souhaitez-vous revoir Kylian Mbappé en équipe de France? Vous répondez non à 85%. Et vous souhaitez nous le dire directement à l'antenne d'ailleurs, est-ce que vous souhaitez revoir Kylian Mbappé en équipe de France? Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. De retour dans les vraies voix du foot avec Guy Carlier, Maxime Sénat et un invité de marque qu'on a eu juste avant qui nous a raconté une anecdote magnifique, Alain Giresse. Rebonsoir Alain. Bonsoir. Alors on va évidemment attaquer le gros dossier équipe de France et il y a de quoi dire avec notamment la sélection de Didier Deschamps. Oui, attendez. Avant, on a ici, on a notre réalisateur qui se prénomme Maxime. Oui, vous le connaissez, il fait partie de l'émission, c'est le 4e Beatles, quoi. Oui, c'est vrai. Qui est passé le 3e ce soir. C'est le 4e. Je suis la batterie. Et donc, évidemment, c'est un supporter historique, Gigi, des Girondins de Bordeaux. Donc, d'abord, toutes les semaines, il nous fait un petit point de l'histoire d'une espèce de remontada dans laquelle s'est embarqué les Girondins, malgré eux. Et donc, il va nous dire les derniers rebondissements. Il va nous parler d'Andy Carroll, de la belle histoire d'Andy Carroll. Et puis ensuite, on vous demandera votre avis. Maxime, voix des Girondins. Alors, dernier match, c'était samedi à 18h au Matmut Atlantique. Bordeaux joue toujours au Matmut Atlantique, malgré le National 2, avec plus de 10 000 personnes dans le stade quand même. C'est incroyable. 10 000 personnes en National 2, c'est des records d'affluence qu'on n'a jamais vu à ce niveau-là, exactement. Victoire 2-0 des Girondins de Bordeaux face au Saint-Privé-Saint-Hilaire, qui est actuellement 2e de National 2. Bordeaux qui, grâce à cette victoire, remonte à la 8e place et se trouve à 11 points de la première place qui permet de monter en national. Il n'y en a qu'un qui monte. Il n'y en a qu'un par groupe. Groupe A, groupe B, groupe C, et c'est que le premier qui peut prétendre à la montée en national. Donc là, c'était plutôt optimiste, Max. Plutôt optimiste, oui et non, parce qu'en fait, on a 2 matchs de retard. Tout le monde est à 10 matchs, sauf nous à 8, et donc du coup, on est à 11 points de la première place, et donc. Si on gagne demain, notamment, on joue contre Saint-Privé-Saint-Hilaire qui est 2e. Si on gagne sur cette équipe, ça nous permettra de rêver un peu plus. Oui, mais Saint-Privé, Saint-Hilaire, c'est pas terrible. Ça fait pas rêver, c'est quand même 2e du c'est un peu niveau de Caius Bacchus, une équipe dont je vous parlerai. Allez, on va vous dire, on n'a rien à vous cacher. Et puis, ça vaut le coup d'embêter Alain Giresse avec ça, de lui faire perdre son temps pour lui parler de Caius Bacchus, équipe dans laquelle joue Emmanuel, qui est un peu le Kurzawa de cette équipe. Je suis passé de R9 à Kurzawa quand même, c'est pas une promotion. Et donc, qui n'a pas perdu ce week-end exceptionnellement, car il n'y avait pas de match en raison du 11 novembre. Merci, très bien. Bon, allez, on revient sérieusement à Bordeaux. Non, déjà, première question qu'on voulait poser à Alain Giresse, est-ce que vous continuez est-ce que vous suivez un peu les matchs de l'équipe première et pourquoi pas même de l'équipe en National 3? Oui, je prends connaissance. Plus que de les suivre, je prends connaissance. Je ne peux pas rester indifférent aux Girondins de Bordeaux, même si aujourd'hui ce club ne ressemble à rien de ce qu'il était
de ce qui doit être, malheureusement. C'est pour ça que c'est ambigu, c'est compliqué, parce que d'un côté, on ne peut pas accepter que, en plus, ces personnes qui sont encore aux commandes de ce club les amener les mis dans cette situation. Et avec dernièrement, la semaine dernière, les centaines de courriers qui sont arrivés à tous les salariés pour les remercier, là ça fait mal. Et pourtant, je crois, enfin j'entends des gens qui disent que ce monsieur-là, il faut avoir du respect pour lui parce qu'il a sauvé le club il y a quelques années, sauvé pour l'amener là. À l'époque, il n'aurait pas été il ne serait pas descendu aussi bas. Maintenant, il est au niveau zéro, il n'y a plus rien, plus de centre de formation, plus de professionnalisme, rien du tout. Sous prétexte que ça va permettre de repartir. Moi, je veux bien, voilà. Donc, oui, quelque part, moi, je suis imprimé, plus qu'imprimé par les Léonins. J'ai démarré tout jeune, très jeune. Voilà, mais c'est difficile d'accepter la situation actuelle. Oui, mais Alain Giresse, on vous sent vraiment bouleversé, blessé par la situation actuelle. Souvent, dans les clubs, on voit beaucoup ça en Allemagne, les gloires du club se réunissent, font des groupes de pression ou même interviennent. Ça n'a pas été le cas à Bordeaux. On n'a pas entendu Baptiston, on n'a pas entendu... Baptiston était encore membre du club il y a pas longtemps, je crois qu'il l'est encore d'ailleurs. Oui, en plus. Alors donc il cautionne. Non, il cautionne pas, il était mal placé pour se préserver d'avoir un licenciement correct, je dirais. Voilà. Mais je pense que vous êtes nombreux à être dans votre situation. Non. Il y a de nombreux... Les Dugarry, les Arasu, qui sont des joueurs marquants, effectivement champions du monde, qui sont originaires de la région, comme moi je le suis, on a évoqué ce que je dis, ils disent la même chose que moi par rapport maintenant aux instances, de la même façon. Sauf que vous avez quoi? C'est quelqu'un maintenant qui ne lâche pas qui garde toujours les commandes du club et qui ne lâche pas. Aujourd'hui, le club est en redressement judiciaire, donc c'est l'administrateur judiciaire qui est là, qui gère et qui fait... Pour le moment, il dit oui que ça peut continuer à vivre, mais il y a encore du sursis, quoi. Du sursis, donc on ne sait pas trop ce qu'il en sera exactement. Voilà. Après, mais la question que vous posez, mais on se la pose. Et qu'est-ce que nous avons comme pouvoir? Quel pouvoir? Mais on m'a même dit, il faut mettre des moyens. Ouais, des moyens. On va donner encore de l'argent à ce monsieur-là pour en faire ce qu'il en a fait. Non, attendez, soyez sérieux. De l'autre côté, puis qui plus est, si on se positionne, nous ne sommes pas, et tant mieux pour lui, au même niveau financier que Mbappé. Sinon, on peut racheter le club. Voilà, donc oui, et c'est pour ça qu'effectivement, c'est un torboyau quand on évoque ça, parce qu'on est là, vous avez raison de dire, qu'est-ce que nous avons? Et quelque part, on n'a que les yeux pour pleurer. On sent votre émotion, Alain, qui est partagée par Maxime et par tous les amoureux des Girondins, et même tous les amoureux du foot. Moi, je suis supporter du TFC. D'ailleurs, j'ai un souvenir avec vous, Alain Giresse, TFC Metz 1997, où vous étiez entraîneur. C'est mon premier souvenir dans un stade. Voilà, je tenais à vous le dire. On a perdu 1-0 avec un grand Robert Pires. Mais voilà, j'ai un bon premier souvenir. Vous étiez sur le bord de la pelouse, Alain, mais en tant qu'entraîneur. Je vais te donner un souvenir aussi d'enfance. Vas-y, Guy. Bah oui, Bordeaux, 1960, les années 60. J'étais un jour avec un journaliste de Sud-Ouest. Et je lui disais que j'avais aimé beaucoup l'équipe des années 60, avec notamment un numéro 10 qui s'appelait Abosolo et un ailier qui s'appelait Rebucci, etc. Et il m'a dit oui, mais ceux-là on les connaît, mais vous connaissez le reste de l'équipe. Et je lui ai sorti un arrière qui s'appelait Moevi. Et là, il m'a impressionné et il m'a dit... Bah écoutez, je lui avais parlé d'un rêve qui était, vous savez, d'aller dans les espèces de structures du stade de Bordeaux qui avançaient sur la pelouse. C'était un élément architectural impressionnant et je me disais, les gens qui sont là, en fait c'est la sécurité qui était là. Et il m'a emmené, j'ai regardé un match, c'est un rêve d'enfant, j'ai regardé un match des Girondins de cet endroit-là. Ouais, absolument. Sans payer ta place.
Voilà. De manière totalement grâce illégale. à Moevi, je pense qu'on doit être probablement les derniers à parler de Moevi et de Perry, de tous ces gens-là. Très beau souvenir. Alain Giresse, on va passer à l'équipe de France, qui a une grosse actualité. Les 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps. Alors on commence par le positif quand même, avec Lucas Chevalier qui fait son apparition dans le groupe. C'était attendu. Est-ce que c'est mérité? Est-ce que c'est justifié cette sélection de Lucas Chevalier, Alain? Oui, je pense dans l'absolu par rapport à ce qu'il fait. Maintenant, vous savez, il faut faire très attention. Il faut être toujours prudent quand on lance un jeune, qui plus est gardien de but. Oui. Parce que malheureusement, quand un gardien de but se rate, c'est aux yeux de tout le monde et ça peut avoir des conséquences. Donc il faut l'amener progressivement à venir à se rendre compte ce que c'est de découvrir le milieu international à travers une équipe nationale. Oui, mais vous avez raison, Alain, mais il a quand même 23 ans, c'est pas un tout jeune, et puis surtout le public et le monde du foot avait l'impression que Areola, avait une espèce d'immunité. C'était un membre du club, quoi. Il allait là, et en fait, si Chevalier est présent, c'est parce que l'autre est blessé. Il y a vraiment un conservatisme. Je sais bien qu'il faut préserver. On a tous en mémoire l'exemple de René Charrier contre un match le match contre le Portugal, et le gars, on l'a plus jamais revu. Mais c'est incroyable. Maxime, on l'a pas vu tout court. Hein. Non, c'est ça. Non, mais Gigi sait de quoi. On va continuer entre nous, Alain. Non. Et effectivement, c'est un poste vraiment très très délicat, mais en troisième gardien, je veux dire, Mike Maignan semble indiscutable quand il n'est pas blessé. En deuxième gardien, moi je pense qu'il a sa place, quoi. Oui, non, mais sur le fond, oui, mais moi, on le dit, c'est un poste suffisamment particulier, c'est à part. Il y a des buts, c'est à part. Donc déjà, il faut savoir gérer cet élément-là, et pour éviter effectivement, malheureusement, que vous avez cité le plus bel exemple qu'il y ait pu avoir en ce qui concerne malheureusement un gardien de but. Alors parmi les choix de Didier Deschamps, il y a également la non-venue de Kylian Mbappé, qui selon moi est un choix très fort de la part de Didier Deschamps, qui est un peu la réponse à la précédente sélection où Mbappé avait fait un peu un pied de nez en disant je viens pas, et en jouant dans la foulée un match avec le Real Madrid. On a l'impression que Didier Deschamps reprend un petit peu en main sa communication auprès des médias et auprès du groupe, et le message envoyé à Kylian, finalement, il est autant envoyé aux autres membres de la sélection. Et là, on se pose même la question jusqu'où ça va aller, parce que là, il y a un partout. Mbappé a dit non, Deschamps a dit non. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les deux vont réussir à trouver un terrain d'entente, ou est-ce que finalement, qu'est-ce que vous en pensez, Alain? Moi, je sors complètement de cette opposition que vous faites entre le sélection. Oui, bien sûr, parce qu'il y a à l'intérieur d'une équipe, il y a toujours des éléments que nous n'avons pas, qui existent. J'en témoigne. Il y en a eu, moi, dans mon période avec l'équipe de France, qui sont internes, qui fait que, et notamment dans ce cas-là, on pourra toujours interpréter à droite, à gauche. Il y en a qui diront que Deschamps reprend la main, que tout ce que l'on peut, on ne sait pas. Aujourd'hui, ce qu'il y a de sûr, c'est que je pense que, de toute façon, il n'est pas là, mais c'est pas une fin définitive. C'est qu'il y a de sûr. Il y a une réalité, c'est que, sur le plan sportif, Kylian Mbappé, en ce moment, il est dans le dur. Il est dans le dur parce que c'est difficile pour lui de se positionner d'abord par rapport au poste qu'il occupe, où c'est pas là où il est le plus à l'aise, et à trouver un petit peu des repères et des relations de jeu avec ses partenaires au Real de Madrid. On le voit. Quand on voit les matchs, je regarde les matchs du Real, on voit que tout d'un coup, il est mal à l'aise, quelquefois il est emprunté, et il n'est pas aussi facile qu'il était quand on l'a connu. Donc là, ça doit quand même tourner dans sa tête à Kylian, parce qu'effectivement, pourquoi? Parce que le temps va passer et on va commencer à s'impatienter du côté du Real quant à ses performances. Voilà, donc pour l'équipe de France, maintenant, c'est pas dramatique, ils ne viennent pas pour des matchs de Ligue des Champions. Après, on pourra toujours dire, oui, mais c'est le capitaine, mais qui doit être présent. Bon, il y a une parenthèse privée, évidemment, qui vient encore surcharger un petit peu tout ce qu'on peut lui reprocher. Mais au mois de mars, je pense qu'il fera, à moins que tout d'un coup, la situation, et je parle simplement purement de la situation sportive,
continue à se dégrader, ce que je ne lui souhaite pas. Mais sinon, la perspective qu'il soit toujours quelqu'un de sélectionnable existe toujours, évidemment. Max, c'est la question qu'on a posée à nos auditeurs. Oui, c'est la question sur la page Twitter de Sud Radio. Vous répondez à 85% à la question souhaitez-vous revoir Kylian Mbappé en équipe de France? Je comprends. Donc, est-ce qu'on le reverra? Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que tout ce cirque ne lui enlève pas d'office le brassard de capitaine? Ouais. Alors là, le résultat, c'est montre le désamour qu'il y a maintenant avec Kylian Mbappé. Ce qui est impressionnant, c'est que vous imaginez à quel niveau médiatique il a été, où il a été monté, et c'était impressionnant. Il y a rarement, même des Zidane et Platini n'ont pas été mis aussi haut dans le traitement, et aussi jeunes. Ça, c'est une réalité. Et quelque part, attention, quand vous êtes toujours en haut, au bout d'un moment, ça fatigue ou ça use les gens. Et surtout, Kylian, il a pris en communication, il n'a pas toujours été bon dans sa communication, et ça fait que ça se retourne contre lui, surtout qu'il n'est pas aidé par ses performances. Donc ça, c'est évident. Et on voit qu'actuellement, le public, il a complètement viré de bord, il a complètement allé dans l'autre sens, et ce rejet est assez impressionnant quand on est un joueur qui a fait ce qu'il a fait, qui est capitaine d'équipe de France, qui a été champion du monde, qui nous a marqué des buts, voilà, d'en arriver là. Donc là, pour lui, rien n'est fini, mais il a un travail à tout point de vue, et sur le plan sportif, et après dans sa représentation de joueur international et de capitaine d'équipe de France. Et là, on poursuit avec vous, justement, la transition est toute trouvée. En l'absence de Kylian Mbappé, quel joueur doit être capitaine? A priori, N'Golo Kanté, mais on va se poser la question, est-ce qu'N'Golo Kanté est le capitaine naturel, ou est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui pourraient postuler au poste? D'ailleurs, vous avez un avis sur la question, vous souhaitez avoir un capitaine en particulier pour remplacer Kylian Mbappé, vous nous appelez au 0826 300 300. Évidemment, on va parler également du match France-Israël. À tout de suite. Sud Radio, votre attente. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Guy Carlier. Il est 20h49, nous sommes toujours avec Alain Giresse, avec Emmanuel, évidemment avec Maxime, et on parlait de Kylian Mbappé et puis de ce sondage. Les derniers chiffres, Maxime... la question c'est, souhaitez-vous revoir Kylian comme si je le connaissais, Kylian Mbappé en équipe de France? Vous répondez 86%, non, vous ne voulez pas le revoir. Alors, au-delà de ce qui se passe actuellement avec Kylian, c'est quand même assez terrible, ce désamour comme ça, quand on pense que cet homme nous a fait gagner des matchs, une Coupe du Monde pratiquement, nous a fait gagner le Paris Saint-Germain quand il gagnait en Champions League, par ses exploits. On l'a oublié, même si la dernière année au PSG, il était déjà sur une pente descendante, et là, il est en train d'exploser en vol. On en avait déjà parlé sur le plan mental. Et sportif aussi, parce qu'en équipe de France, il a eu le même problème, on ne le fait pas jouer à sa place, etc. Surtout maintenant, il commence à y avoir des voix qui s'élèvent pour protester contre des avantages qu'il aurait, et au Real ça se passe mal. Donc je pense qu'il est dans une phase de dépression terrible, et je ne sais pas comment il va pouvoir se sortir de ça, et je trouve assez injuste ce désamour du public et ce manque de reconnaissance. Dans ce désamour, il y a aussi l'épisode Griezmann qui se retire parce qu'il n'a pas eu le brassard, parce qu'il en était pressé de le récupérer. Ça joue beaucoup également, non? Alors. Pardon, non, mais, écoutez, moi je pense pas que Anthony Griezmann, je pense qu'il a le capitanat, je pense que c'est pas un an après que tout d'un coup il décide d'arrêter à cause du capitanat. Je ne pense pas, je pense que peut-être il avait envie de tourner la page, il n'a pas eu un euro heureux, donc sa prise de décision, oui, est un petit peu surprenante, surtout qu'on avait besoin d'un joueur dans son registre. Voilà, mais
Mais beaucoup de supporters ont pris ce retrait de l'équipe de France de Griezmann comme un aveu de toute puissance pour Kylian Mbappé. Et donc du coup, ça crée un désamour à ce niveau-là, non? En complément, juste Alain, il y a quand même, on sait que les footballeurs sont des grands sentimentaux, ont besoin d'être confortés parfois. Est-ce que ça peut pas être vécu comme un déclassement pour Griezmann, ce capitaine, au-delà du tissu en lui-même, quoi? Attendez, ok, mais ça fait combien? Ça fait un an. Ça fait un an maintenant. Oui, mais on l'a senti régresser quand même sur l'année qui s'est écoulée. Sportivement, je parle sur le terrain, il était moins influent. D'accord, je suis d'accord. Mais vous pouvez pas, à ce niveau-là, on est dans la haute compétition. On a des joueurs de niveau international. Et une déception, parce que vous n'avez pas le capitana, que vous êtes toujours joueur, donc va atteindre votre performance. Quand même, oui, je veux bien, mais à ce moment-là, c'est délicat parce que le haut niveau, malheureusement, c'est pas la maison des bisounours. Frontalement, il faut être costaud, il faut faire face. Il y a des situations, il y a des bonnes situations, des mauvais moments. Et si on n'est pas un compétiteur, on est balayé, effectivement. Donc, j'ose pas croire que c'est à cause de cela que tout d'un coup, il a décliné. Alain, on le rappelle, vous avez été sélectionneur de la Géorgie, du Gabon, du Mali, du Sénégal, de la Tunisie, du Kosovo. Vous savez ce que c'est pour un sélectionneur de devoir choisir son capitaine. Kylian Mbappé n'est pas là. A priori, c'est N'Golo Kanté qui portera le brassard. Il pouvait y avoir des leaders naturels comme Mike Maignan, comme Jules Koundé, qui ont une place forte dans le groupe. Est-ce qu'N'Golo Kanté, si c'est confirmé, c'est un bon choix comme capitaine? En représentation, oui, parce que c'est un garçon qui fait l'unanimité, c'est une évidence. Je pense pas qu'il va être quelqu'un qui va impulser vocalement par là. Mais oui, c'est ça le problème, c'est que sur le terrain, au moment où il faut prendre un joueur par les épaules, un coéquipier, en lui disant de se secouer, il sera pas là, quoi. Mais là, on n'a pas. Il a beaucoup de qualités, mais pas celles qu'il faudra pour le capitaine, à mon avis. Dans cette sélection, je dirais que les hommes de base ont quitté la sélection. Oui. Les uns après les autres. Le dernier, c'était donc Griezmann, on en parle. Donc on s'aperçoit qu'après, il y a quand même on est dans une phase de transition pour l'équipe de France. Une génération se termine et on est en train de recréer une équipe, de recréer toute une organisation, une mise en place d'un effectif pour un 11. Et donc là, on voit qu'il y a encore un petit peu d'immaturité dans ces équipes-là et que ce joueur dont on parle, le capitaine type tel qu'on le voudrait, il se dessine pas. Alors on parle de Kanté par rapport effectivement ce qu'il fait sur un terrain, cette énergie qu'il déploie, ce sens du devoir qu'il a. Oui, moi je pensais aussi maintenant à un joueur qui vient de revenir, c'est Adrien Rabiot, qui fait partie encore de la génération précédente, et donc encore un peu plus un joueur avec plus de maturité à un poste de milieu que les joueurs actuels dans son secteur. Ouais, c'est compliqué parce qu'il faut que vous ayez un joueur qui soit toujours au niveau de l'équipe de France et c'est pas forcément le cas de Rabiot et d'autre part, il me semblait, mais on sait jamais ce qui se dit vraiment dans les vestiaires, que Mike Maignan s'était imposé comme un leader de vestiaire et avait pris la parole au moment de l'Euro, etc. Et pour le coup, trop fort. Peut-être il a parlé un peu trop fort et que ça a déplu à Deschamps. On ne sait pas ce qui se passe, mais sur le profil idéal de capitaine, Maignan me semblait être une bonne relève. Oui, comme bon gardien de but. Alors on dit que on peut faire un joueur de charme, mais Hugo Lloris, il a été très longtemps, il a été capitaine. Donc effectivement, Mike Maignan peut aussi être quelqu'un, mais il faut que tout d'un coup, ces leaders, ils apparaissent. Et il y aura besoin d'un capitaine en termes de leader, mais il faudra aussi des liens avec d'autres. Et il ne faudra pas qu'il soit seul, il faudra aussi, parce que cette équipe elle a besoin de s'affirmer dans sa personnalité, et les joueurs également à travers l'équipe. Et c'est pas encore le cas. Aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a une liste qui est faite. Bon, vous dites, on est encore à se poser la question, quelle va être l'équipe, qui va jouer, parce que il n'y a rien qui s'est décanté encore. Mais bon, ceci dit,
je ne fais pas ça comme une critique. Je fais ni plus moins que quelque chose qui arrive. Et si vous prenez l'histoire de l'équipe de France, vous avez des périodes. Après les années 80, il a fallu attendre 94, 98, et puis après on a été jusqu'à 2006 et notamment le dernier match de Zidane, et puis il a fallu attendre de 2014 derrière. Et on a à chaque fois. Et il y a des logiques. Des trous, hein. Oui, mais on a l'impression que je dis, il y a 22 ou 23 Coupes du Monde. Le pays qui en a gagné le plus, c'est le Brésil. 5 sur 22 ou 23. Et alors, ça veut dire qu'il y a eu des périodes, ils n'étaient pas là pour... Ils en ont perdu beaucoup. Non, mais il y a des logiques. Et aujourd'hui, on est dans... Celui qui dit qu'on est une équipe qui est faite, non, elle n'est pas faite. On ne sait pas encore. On voit, il faut qu'au fur et à mesure de ces matchs-là... Il y a beaucoup de joueurs prometteurs, d'ailleurs. Il y a des joueurs prometteurs, mais les promesses sont une chose. Après, c'est vrai, les promesses, il faut les transformer après sur le terrain. Et pour le moment, on n'a pas encore une équipe qui est assise et qui a des repères et dont on sait qu'elle produira toujours au minimum tel type de performance. Alain, pour finir un petit mot sur le match de jeudi France-Israël. Bon, a priori un écart sportif assez important, il y a eu 4-1 à l'aller sans trop trembler. Ce match quand même permettrait de jouer une petite finale face à l'Italie dimanche qui permettrait de poursuivre en Ligue des Nations. Qu'est-ce que vous attendez de cette double confrontation? Est-ce que, pour vous, on a déjà fait des débats sur la Ligue des Nations, mais voilà, est-ce que si on bat l'Italie, on peut espérer aller au bout de cette Ligue des Nations où il y a des nations qui ont trop d'avance ou trop d'écart par rapport à nous? Oui, moi je crois que d'abord, dans l'état actuel, dans le contexte de l'équipe de France, ça va servir, vous l'avez dit, à faire jouer, à faire découvrir à ces jeunes joueurs le niveau international, à affiner progressivement le collectif, le 11 qui peut se mettre en place. Voilà. Après, vous savez, la Ligue des Nations, au final, oui, on l'a gagnée. Personne ne sait qu'on l'a gagnée une fois. Ce qui sera compté après, c'est les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. C'est là que ça va être important. Oui, vous êtes en train de nous dire que c'est une compétition en carton, mais on le savait déjà. On le savait déjà. Écoutez, merci beaucoup, Alain, on voudrait vraiment vous remercier. Je voulais juste dire aux auditeurs que tout à l'heure, quand je vous ai contacté pour que vous participiez à l'émission, vous m'avez rappelé une phrase que j'ai citée un jour dans une chronique de foot où j'ai parlé d'un joueur qui disait que on vous donnait des ballons carrés et vous les rendiez ronds, les ballons, et pour dire la qualité, enfin voilà. Ouais. Et vous étiez préoccupé de savoir, vous n'aviez pas entendu le nom du joueur. Ce joueur, c'était Yvon Douis, que tu ne connais pas, que autour de cette table personne ne connaît, ne vous inquiétez pas Alain, mais qui était un joueur avec beaucoup de classe, et je pense que c'est un très beau compliment venant de sa part. Je voulais vous dire que c'est un peu pareil pour les idées. Les idées, vous les prenez un peu cabossées, un peu carrées, et vous les rendez rondes. Alors merci pour ça, Alain Giresse. Merci beaucoup, Alain. Et juste avant de finir, Maxime, le résultat du sondage concernant Kylian Mbappé? Le résultat du sondage, c'est sans appel. 86% des votants ne désirent pas revoir Kylian Mbappé en équipe de France. C'est clair. Bon, écoutez, c'est pas forcément très juste, mais c'est pas forcément très gai. Le désamour est à la hauteur de l'amour qu'il a reçu. Juste, oui, c'est ça, l'amour bafoué. On vous embrasse tous, on est heureux d'avoir partagé cette heure avec vous. Bonheur. On vous donne rendez-vous avec notre ami Philippe, qu'on adore, et qui ne fera donc plus de blagues de mauvais goût à l'antenne à partir de la semaine prochaine. Allez, passez une bonne soirée. Sud Radio, les 21h.